Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bienvenue à Ça vaut le détour. C'est une autre émission qui commence et merci d'être encore une fois au rendez-vous cette semaine. J'annonce tout de suite la deuxième partie de l'émission, discussion qui sera fort intéressante et une problématique qui est malheureusement grandissante au Québec. Ce sont les abus envers les personnes âgées. Et on va en discuter, entre autres, avec quelqu'un de chez DIRA Laval, M. Gilles Fournier, et aussi quelqu'un du service de police de Laval, sergent Frédéric Jean. Ça sera donc en deuxième portion. Mais pour l'instant, comme à chaque semaine, je vous présente les collaborateurs de la semaine. Nicolas Poirier, Cynthia Desaulniers, Jean-Luc Bouchard et le grand retour en studio de Younes. J'aime ça quand tu me présentes comme ça, le grand retour. Le grand retour. Oui. On t'a manqué quand même. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, toi. merci. Et vous? Oui, ça va bien. Et toi? Très bien. Vous avez passé une belle semaine? Une très belle fête. Des belles semaines. Des belles semaines, toujours. Puis ça fait quand même quelques semaines que je ne suis pas revenu ici. Non. Et ça me fait plaisir de revenir. Tu sais pourquoi? Ben, parce que tu voulais nous voir. Tu nous manquais. Hein? Absolument ça. Bon, parfait. On t'a vu à l'extérieur dans des reportages, mais en studio, ça absolument. faisait longtemps. Et aujourd'hui, ben, c'est une petite formule 20 fromages, tiens, hein? Pâté, 20 fromages, petite formule décontractée pour vous parler de plein de choses qui valent le détour à Laval, bien sûr. Tout de suite, un petit avant-goût. Nicolas, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de la propagande au cinéma. Ah, belle thématique, c'est bon, ça? Oui, par rapport à tous les films qui s'en viennent, parce que l'été, c'est toujours des gros films bourrés d'action et souvent, il y a beaucoup plus de propagande qu'on peut se l'imaginer dans ce genre de film-là. OK, on en discute un peu plus tard. Jean-Luc, de ton côté, toi? Ben nous, avec le printemps, on va parler de ménage, mais pas n'importe quel genre de ménage, en fait, mais le grand ramassage, ça fait quand même, ça fait 20 ans que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de participants à date et on en attend 20 000 cette année, donc je vous en reparle. Le grand ramassage du printemps. Et Younes? Absolument. Il y a des clubs, un club ici à Laval qui change la vie de centaines de personnes chaque année. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Tu nous laisses là-dessus. Un club mystère? Un club mystère. Club mystère, OK. Un indice. C'est pas du poker. Ah, bon, parfait. On aura tous les détails un peu plus tard, mais on commence avec Cynthia. Toi, cette semaine, tu nous parles d'un sport, on pourrait dire, Oui, il y a sport. mais accessible pas mal à tout le monde. Oui, exactement. Alors, cette semaine, je vous parle du potting edge. Est-ce qu'il y en a qui sont allés faire un tour? Je suis rentrée. Non, Et sorti aussitôt. J'en ai entendu parler, par Vous direz exemple. pourquoi un peu plus tard, Ouais. mais... Bon, mais c'est ça. Bien, le potting edge, dans le fond, c'est un mini-golf qu'on a ici à Laval, à l'intérieur. Donc, ça se passe dans le noir, mais les décors sont tous fluo. Donc, c'est vraiment des beaux décors, là, vraiment des couleurs incroyables. Écoute, c'est des artistes qui ont fait ces décors-là. C'est un peu comme une forêt enchantée, là. C'est ça, mais il y a toutes sortes de décors. On a un peu des océans, des décors enchantés, des forêts. On a, ça peut passer d'une thématique médiévale à une thématique peut-être plus aztèque, là, si on veut. Donc, c'est vraiment des très beaux décors. Et comme on disait au début, ben ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, vous ayez 6 ans, 60 ans, c'est pas grave. C'est bon pour tout le monde. C'est super sécuritaire, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas tomber nulle part. Non, il n'y a pas des trappes, là. Il n'y a pas de trou. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment... tout le monde peut y aller. Ce que j'ai vu d'intéressant aussi sur le site, c'est qu'on peut réserver pour des fêtes. Bien, peut-être plus pour des fêtes d'enfants, là. Peut-être pas pour... Pas pour un 40e. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Peut-être. Oui, Pour c'est garder vrai, son des temps. fans, Ben des oui. amateurs de mini-potes. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Je ne sais pas si ça avait Mais remarqué, mais ça on se dirait pourrait-tu? On dirait que c'était des années 80-90 que c'est vraiment populaire. Il y avait le rigolfeur à un moment donné qui Ouais. avait une certaine popularité. Là, on dirait que... Ah oui, en on voit plus dirait beaucoup, que... de Non, ça. non, écoute, ça Surtout a à disparu. l'extérieur. là. C'est peut-être juste nous qui vieillissons aussi dans les années 80-90. Non, mais c'est le fun, le mini-pot. Ben oui. Tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, que la famille, on est comme, bon, on va-tu au mini-pot? OK, lequel? Ils sont tous brisés Ouais. ou sont tous, tu sais, comme Mais il y en a, il super doit plus en avoir durs? beaucoup, là. Non, exactement. Il y en Mais a moi, plus je suis beaucoup. pas bon. Je suis pas bon au mini-pot.
perds toujours. Un petit peu de visou quand même si c'est pas comme du golf, mais... Non. Mais on se rappellera toujours aussi le 18e trou. Ça, c'est le trou sans fond, où la balle tombait, puis là, on pouvait plus la ramasser. C'était fini, là, on pouvait plus jouer. Mais bon. Mais comme que je disais, c'est ça, on peut réserver pour des fêtes d'enfants. Il y a 3 forfaits sur Internet, vraiment le forfait tout inclus, là, où vous avez la nourriture, vous avez l'animateur, la salle pour la fête après, avec où on mange de gâteaux et tout ça. Vous pouvez passer comme à peu près environ 1 heure pour le mini-pot avec les enfants, puis après ça, dans le fond, ils vous donnent la salle. Écoute, c'est vraiment un forfait où on trouve de tout, là, même la photo Internet là, qui vous envoie là, de tout le groupe, des etc. exploits, des trous. Oui, c'est ça, le Non, c'est birdie. Mais au moins, c'est bien parce que ça fait une activité physique quand même pour une fête d'enfants et pas juste on s'assoit, on mange. Oui, puis c'est quand même pas cher parce que, mettons, pour 10 enfants, ça serait 230 $, donc à peu près 23 $ par enfant. Là. Mais tu sais, ils mangent, Mais ça ils passent comprend l'après-midi tout, ça, là-bas, c'est c'est ça. Tu sais, alors c'est quand même bien. là. Puis moi, je disais en introduction que je suis entrée là, il n'y a pas longtemps, j'en suis sortie, mais parce que c'est juste que je suis allée le samedi soir tard, parce qu'il faut dire c'est ouvert... Bien, c'est ça, le la vendredi, soirée, le là. samedi, ça ferme à minuit, donc Ah, c'est c'est ça. quand même Ça doit tard. être très, très soirée. populaire. Mais c'est populaire, mais je me sentais comme un petit peu pas dans, comme on dit, dans ma crowd. Peut-être pour adolescents. Ça ressemble un peu à comme une arcade, on pourrait dire. C'est Une normal arcade, d'aller- Oui, mais c'est ça, je Oui, voulais c'est dire. ça. Ouais. Non, avec des amis, mais disons d'une autre génération. Ben, peut-être un peu Mais- moins familial les samedis soirs à 10 h. Ben c'est ça, c'est moins, c'était plus, mais il y avait beaucoup de monde, vraiment. Ah là, oui. C'était plein, Ah, ça plein, doit être plein. vraiment populaire. C'est très populaire, mais c'est vrai que c'est beau, juste que c'est tout fluorescent, un peu comme... Ben, c'est ça, c'est différent. là, Nuit c'est dans le pas, noir, là, les décorations, fait que c'est... Ouais. Il y avait de la Bon. musique, tu sais, c'est un peu comme une ambiance de bar, mais pour des jeunes qui peuvent Exactement. aller dans les bars. Mais les Mais obstacles, on les voit, j'imagine. Je veux dire, c'est pas tout dans le noir. Non, mais tu vois c'est tout, très là. clair. C'est très clair. Là, tu Ouais, vois ouais. vraiment, là, c'est On comme peut-tu- un kaléidoscope de couleurs. Là, c'est Ouais. incroyable. Peux-tu acheter de la boisson? Oui, ils ont un permis d'alcool. Non, je Alors, parle de jus. Quand je dis boisson, je dis, Pour Oh, enfants, Essaye ouais. pas, là, ben. dans ça. Non, mais pour vrai, s'il y en a qui veulent aussi réserver pour mettons, des soirées avec le bureau, tout ça, vous avez envie de faire Ouais, ben, des c'est ça. sorties, bien, ils ont un permis d'alcool, donc vous pouvez aller faire une soirée un peu arrosée dans Pas ce trop, mini-pot. parce que- Hein. Pas de numéro 8 avec un martini au pub. déjà que t'es pas bon à jeun. Non, C'est merci. quand même un bon circuit à faire. Donc, le Pottignage, il faut le dire, c'est dans Centropolis. Exactement, c'est dans le Centropolis. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'aller faire un tour à la maison, vous pouvez aller voir sur Google, juste taper Pottignage, vous allez voir Pottignage Centropolis, vous allez le trouver sans problème. Pottignage, Centropolis. Et justement, en parlant de Centropolis, on va s'en aller dans Centropolis avec Martine Larose qui est allée visiter pour nous la boutique Olive et Olive. Je me trouve actuellement au marché gourmand du Centropolis de Laval, à la boutique Olive et Olive, en compagnie de Madame Farran, la cofondatrice de la boutique. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, d'où est venue l'idée de construire une boutique d'olives comme ça? Ah, bien écoutez, ça vient de voyages, de plusieurs voyages en Espagne et tout ça. L'idée est venue de là, donc de se spécialiser en huile d'olive parce qu'il y a un lien entre l'huile d'olive et le vin. Alors, il faut savoir qu'une sorte d'huile d'olive va dépendre de la variété d'olive qu'on utilise pour produire l'huile. Comme on va utiliser, par exemple, un merlot pour produire un vin, ça va nous donner des arômes de chocolat. Dans l'huile d'olive, si on travaille avec une variété d'olive qui s'appelle, par exemple, Arbequina, on va avoir des arômes de gazon frais. Si on travaille avec une variété qui s'appelle Hojiblanca, on va avoir des arômes de tomates. Là, je vous surprends parce que je suis certaine que quand vous allez dans un supermarché, que vous êtes devant des étalages d'huile d'olive commerciale, vous ne pensez pas à ça. C'est souvent le cas parce que quand on est dans des grandes surfaces, on est souvent mis devant des étagères d'huile d'olive qui ont été embouteillées en vrac, dont on ne connaît pas la provenance. Donc, Daniel Beauchamp et moi avons fondé la compagnie et on travaille directement avec les producteurs. C'est-à-dire qu'entre olive et olive, il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur d'huile d'olive et olive et olive. Donc, c'est-à-dire que presque toutes les huiles que vous retrouvez chez nous, les huiles d'olive extra vierges, sont issues de la propriété là où elles ont été produites et embouteillées. On traite ça comme un petit vin, finalement. Puis, vous savez, on fait beaucoup d'éducation. On essaie de montrer aux gens que, vous savez, quand les gens disent « j'achète une petite huile pas chère pour cuisiner », c'est impossible.
impossible d'avoir un 500 ml à 4,99 ou à 7,99 et que ce soit une huile d'olive extra vierge. Il y a un prix à payer. L'huile d'olive extra vierge, c'est un produit du terroir. Alors, chez nous, pour un prix très abordable, on peut acheter une excellente huile d'olive pour faire la cuisson de tous les jours et puis on s'en rend compte dans la cuisine. Et quand on a ça, bien, on a une vraie extra vierge qui a donc tous les polyphénols, tous les antioxydants et dites-vous toujours qu'une huile d'olive, ça doit toujours sentir frais. Pas la peinture et pas le varsol. Justement, pour les gens qui se demandent des questions à la maison, lorsqu'on parle d'huile d'olive vierge et extra vierge, qu'est-ce qui fait la différence des deux? Bon, une huile d'olive extra vierge, là, je rentrerai pas en détail parce qu'on va en avoir pour la journée. Une huile d'olive extra vierge, c'est une huile qui n'a pas de défaut. Une huile d'olive vierge, c'est une huile qui est juste dans la catégorie en dessous. Et ce qu'on va appeler huile d'olive ou huile d'olive pure ou extra légère, c'est une huile d'olive qui a été raffinée, qui a été traitée avec des solvants, qu'on a débarrassé de ses défauts et qui a perdu beaucoup en valeur nutritive au niveau des antioxydants et des polyphénols et qui n'a pas de goût. C'est tout simplement un gras. Mais je pourrais vous dire que pour un bon rapport qualité-prix de tous les jours, pour une bouteille de 500 ml, on devrait payer entre au moins 10,95, 12,95 la bouteille. Puis il y a une chose qui est très importante. D'ailleurs, j'ai dans mes mains ici une huile d'olive qui est produite et embouteillée pour nous chez le producteur, petit producteur en Catalogne, en Espagne. Il faut toujours s'assurer d'avoir sur la bouteille une date de consommation. L'huile d'olive extra vierge, c'est un produit du terroir, c'est un produit qui est frais. Ça ne peut pas durer éternam sur une tablette. Donc, on doit avoir une date de consommation. On devrait aussi avoir une appellation qui dit produite et embouteillée par, donc produite et embouteillée chez le producteur, et évidemment avoir l'appellation extra vierge. L'avantage que vous avez en venant chez nous, bien, c'est qu'on vous fait déguster les huiles, que ce soit pour la cuisson de tous les jours ou votre huile de finition. Les employés sont tous formés pour vous recevoir et vous conseiller là, pour votre achat de tous les jours. Mais en plus de ça, on a beaucoup d'à côté, par exemple, pour servir à l'apéritif, des olives, des banderillas, des petites brochettes déjà montées. On a des piments, on a des moutardes à l'huile d'olive et on a une belle gamme de vinaigre balsamique, des beaux vinaigres de vin. Alors vraiment, tout ce qui est lié à l'olive se retrouve chez Olive et Olive. Et en plus, on offre des cours et des ateliers sur l'huile d'olive à notre boutique à Montréal. Donc, vous pouvez visiter le site Internet, oliveolive.com, et vous allez avoir l'information sur notre site Internet. Ça vaut le détour de venir vous voir ici à Laval. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est le temps de vous dévoiler le mystère de Younes. Absolument. Le club mystère dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est le temps de nous le dévoiler. C'est le temps de dévoiler la surprise. C'est un club sportif qui est ici à Laval et qui a changé de... T'as l'air déçu, Mais là... mais pour vrai, ce club-là a changé la vie de centaines de personnes à Laval car il les aide à se mettre en forme. Il a véritablement changé aussi les habitudes de vie de plusieurs personnes. Okay. Qu'est-ce qui arrive quand le soleil s'en vient, quand il fait beau? Qu'est-ce que on vous... veut Mais là, on veut se mettre en forme, exactement. Quand on va être sur le bord de la plage. Pas ou aller sur une terrasse aussi. Pour ne pas ou se se mettre en forme pour aller sur la terrasse. Je pensais pas recevoir des réponses de même, mais c'est que tout le monde sort dehors courir. Est-ce que vous voyez ça? Dès qu'il La fait beau, motivation revient pour oui, être à l'extérieur. Déjà là, on commence à en voir. exactement, partout. du jogging. Dès qu'il fait beau, il fait un petit peu plus chaud, tout le monde sort à l'extérieur, ça commence à courir, et En les gens vélo, font quoi. une grosse erreur en sortant courir comme ça. C'est surprenant, n'est-ce pas? Parce que le cardio, c'est pas assez. bon pour la santé, c'est ça? Non, c'est très bon pour la santé, mais Parce ce qui qu'on le arrive... fait sans savoir comment. C'est qu'on le fait, il n'y a pas de structure qui encadre la personne. Donc, on sort, on veut se mettre en forme, on veut avoir des abdos, on veut séduire les filles ou les gars, on ne sait pas. Puis là, on sort. Ouais. On se donne à fond, on se surpasse et là, on ne revient plus. Tu dis qu'on se décourage. On se On décourage. revient pas à l'appartement parce qu'on a trop travaillé fort. Non, on retourne plus courir à l'extérieur Ouais. parce on associe une commence émotion trop fort, négative peut-être. Ah oui. à l'effort et là, ça arrête tout seul. Et les gens n'apprennent pas à y aller avec Graduellement. exactement ça. Une chose aussi, ça prend 3-4 mois avant que les gens s'habituent à faire quelque chose comme, mettons, aller courir ou aller s'entraîner. Ça Tout prend à fait, quelques ouais. mois. Ouais. Ça prend, il faut être patient. Et il y a le club qui s'appelle CADL Laval, c'est un club d'athlétisme qui
qui est parmi les plus grands clubs ici au Québec et même à travers le Canada. C'est le 3e, c'est dans le top 3 des meilleurs clubs d'athlétisme. Et ce qui est formidable avec ce club-là, c'est qu'il a ressorti quand même plusieurs bons athlètes au niveau national et international. Et tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas juste la compétition. C'est ça, pour d'être athlète, Non, faire les Jeux olympiques. Là. Pas du tout, ça peut être tout simplement la mise en forme pour les personnes de tout âge. Et donc, au sein du club même, il y a il y a une structure, différents groupes de personnes pour les débutants, intermédiaires, avancés. Et vous pouvez, il y a plusieurs, vous pouvez prendre goût à cette passion-là qui est la course. Il y a des entraîneurs pour nous guider. Exactement. Il y a des entraîneurs, il y a une belle équipe pour encadrer. Et ce qui est beau, c'est ici à Laval. Ben oui, puis on peut s'entraîner ensemble aussi, j'imagine, là, qu'on peut aller courir avec d'autres personnes, ce qui est plus motivant souvent que de dire Exactement. OK, il faut que je sorte tout seul. Puis, Oui, et les entraînements se font soit au Centre de la nature de Laval, soit à Montréal pour ceux qui font un petit peu plus de compétition, au Centre sportif Claude Robillard. Et c'est important ce que tu mentionnes ici parce que c'est l'esprit de groupe. Et on est content, on est heureux d'aller faire de l'activité sportive. Ça nous motive en plus. Puis on s'encourage. C'est une activité sociale aussi. Sociale, absolument. C'est qu'on se sent tellement bien après, une fois qu'on a fait l'entraînement ou aller courir. On se sent vraiment bien après. Oui, absolument. Et le plus difficile n'est pas de commencer à courir ou de commencer à faire du sport. C'est vraiment de continuer et de prendre plaisir aussi à faire du sport. Si tu n'as pas de plaisir à faire du sport, tu ne peux pas, tu ne peux pas continuer à faire du sport. Non, c'est ça. C'est pas de le faire par obligation, de dire qu'il faut que je me mette en forme. Il faut que tu trouves ton sport, dans le fond. Exactement. Parce que moi, aller courir, oublie ça. Là, tu me perds après 10 minutes. Non, c'est vrai. Et par plaisir. J'aime pas ça. Mais tu devrais essayer. Non, j'ai essayé tout le déjà monde de qui aime courir, ça, mais c'est ça, j'aime pas ça. Il y a d'autres sports aussi. Badminton. Oui, c'est ça. Exactement. J'aime mieux un sport. Le mini-pot. Le mini-pot, oui. Exact. Mais pour avoir plus d'informations, si vous voulez un jour, si vous êtes intéressé, allez au moins voir. Hein. C'est gratuit au début si tu veux voir comment ça se passe et tout. Donc, vous visitez le site internet qui est le www.cadl.ca. Donc, ADL, le centre d'athlétisme de Laval. De Laval, exactement. Bravo! C'est bon. Ouais. Et toi, tu en as déjà fait partie? Oui, j'en ai déjà fait partie et ils organisent chaque année un cross-country ici à Laval, au Centre de la nature à Laval. Et là, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il y a différentes catégories et j'ai participé 5 fois à ce cross-country. Wow. Et je peux vous dire que je suis rendu en forme. Mais ça, c'était il y a combien de temps? Ça fait quelques années. Non, mais c'est beaucoup de plaisir. Tu peux le faire avec ta famille aussi. Ben ouais. C'est des moments c'est à l'extérieur, inoubliables. puis ici, c'est de prendre du Exactement. soleil. Une fin de semaine, pourquoi pas? Ben ouais, donc, Centre d'athlétisme de Laval. Belle suggestion. On ira toute la gang si vous voulez. On ira essayer de convaincre Cynthia. J'amènerai mes rollerblades, je vous souris. On va travailler là-dessus. Cynthia, moi aussi, courir. Non, bon, tu vois, je serais pas seule. Du sport, donc là, on vient de parler d'athlétisme. On va se diriger vers une conférence de presse qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps à Laval, où il y a 2 organismes qui ont eu la chance de recevoir des fonds de l'opération Enfant Soleil. Et l'un d'entre eux, c'est dans Sport, le club de gymnastique de Laval, et il y a aussi le C3S de Laval. Et on va voir comment ça s'est déroulé. Le 27 mars, les représentants des médias ont été conviés au dévoilement de l'octroi de fonds remis au C3S Laval ainsi qu'au Club de gymnastique Laval. Depuis 25 ans, Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, les animateurs d'Opération Enfant Soleil, Alex Perron et Annie Brocoli, ont remis un montant de 33 567 $ au C3S de Laval, ainsi que 3 360 $ au Club de gymnastique Laval. L'octroi versé par Opération Enfant Soleil au centre hospitalier contribuera en partie à faire l'acquisition de 2 appareils de thérapie à haut débit et d'un moniteur d'oxymétrie avec logiciel d'exploitation et permettra également le rehaussement et la mise en réseau des moniteurs cardio-respiratoires. Le Fonds José Lavigueur d'Opération Enfant Soleil a remis 3 360 $ au Club de gymnastique Laval Excellence pour l'acquisition d'équipements adaptés et d'outils visuels pour les enfants ayant un trouble envahissant du développement. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Pour en savoir
savoir plus, visitez le www.opérationenfantsoleil.ca. De retour en studio pour vous parler, non pas d'un film à aller voir, mais de plusieurs films. On va discuter, Nicolas, de propagande dans le cinéma. Tu veux nous parler de propagande Exactement. à travers de plusieurs films américains? C'est ça, parce que bon, ces temps-ci, l'été arrive bientôt, donc qu'est-ce que ça veut dire? Les gros blockbusters vont arriver. Il y a Iron Man qui commence bientôt. On a eu, il y a quelques semaines, Olympus Has Fallen, les terroristes qui entrent dans la Maison-Blanche et qui kidnappent le président américain. Mais tous ces films-là, tout ce genre de films-là, la plupart ont de l'aide du gouvernement américain. Et dans d'autres pays aussi, c'est un peu la même chose. Un exemple donné, c'est drôle, la Corée du Nord, tout ce qui sort, eux autres, c'est de la grosse propagande tournée. C'est un peu l'extrême de la propagande. C'est à l'extrême, mais la propagande au cinéma, ça date de très longtemps. Ça a commencé en 1912. C'était un film Première roumain. Guerre mondiale. C'était avant la Première Guerre mondiale. C'est un film roumain. Et c'est là que ça a commencé. C'est pas les Américains qui ont pensé à ça en premier. Et tranquillement... Moi, j'aurais pensé peut-être plus les Allemands. Justement, il y avait beaucoup de films de propagande, entre autres dans la Deuxième Guerre. Là. Et les Allemands ont commencé avec les films de propagande avant même que les Américains commencent à en faire. C'est vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale que là, les Américains ont commencé à mettre de la propagande. On s'entend, quand je dis propagande, c'est pas nécessairement négatif. Comme un exemple, dans un film de Walt Disney qui a été fait en 1942. Le but, c'était de montrer à quel point les Américains étaient forts par rapport à l'agriculture. Tu sais, c'est pour remonter le moral des citoyens normaux qui n'allaient pas à la guerre. Tu sais, on est correct, on a plein de manger. On peut dire que la propagande, c'est quand même un message qui est plus ou moins contrôlé par le gouvernement. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que comment est-ce que Hollywood et le système hollywoodien ont commencé à embarquer justement avec l'armée? Bien, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre, quand justement les studios avaient besoin de choses pour tourner. Admettons, il y avait besoin d'un tank. Tu sais, ça coûte cher aller acheter un tank pour les besoins d'un tournage. Et c'est là qu'il y a eu un lien qui s'est tissé. L'armée américaine prête de l'équipement aux studios américains pour faire des films. C'est donnant-donnant. C'est ça, c'est donnant-donnant. C'est ça, le propos du film va être un peu contrôlé, on peut s'imaginer par là. On va pouvoir détruire l'armée américaine. Plus que contrôlé. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'au tout début, c'était très clair, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, c'est les méchants, les Américains, les Alliés, c'est les bons. OK, ça avait un sens. Mais là, tranquillement, pas vite, il a commencé à en avoir un petit peu plus. Et là, pendant la guerre du Vietnam, là, les Américains ont commencé à croire de moins en moins en tout ça, avec des films comme Platoon qui est sorti, avec des films comme Full Metal Jacket. Et là, tout à coup, qu'est-ce que les studios ont décidé de faire? C'est vraiment d'aller chercher même des soldats dans leurs films pour faire... parce que certains soldats de l'armée, des vrais soldats, on peut les voir dans le background. Et l'armée américaine, je donne un exemple, le film Top Gun en 86, c'est l'armée américaine qui a grandement... financer ça. Il y a beaucoup de films qui sont tournés dans des bases américaines. Et le but de tout ça, c'est pas compliqué. Pour avoir accès à tout ce bel équipement-là, il faut envoyer le scénario au Pentagone. Il faut que le Pentagone accepte le scénario, cette version-là. Exactement. Et c'est pas compliqué. Il faut que tu regardes, dans Top Gun, il y a aucun soldat qui revient traumatisé par la guerre. Tout le monde est content. Tout le monde est correct. Tout le monde est correct. Et même qu'avant que le film... aventure. Il ne montre pas la réalité comme elle est. Et des fois, c'est fait de manière subtile. Hein. On ne démontre pas explicitement ce qui se passe vraiment. Et aussi, on a cette perception toujours dans les films américains. Les Américains, c'est les bons et le reste du monde, c'est les tout à fait. Même que d'autant plus là, dans les dernières années. Là, encore plus. On se demande si c'est des scripteurs aussi. C'est des gens dans le Pentagone qui se disent « Ah, mais cette phrase-là... Oui, tout à fait. C'est que quand le premier version de scénario est envoyé au Pentagone, bon, c'est eux qui l'acceptent. Ils peuvent demander des changements, mais quand le film est terminé aussi, avant que le film soit présenté en quelque part, ils doivent absolument le présenter au Pentagone pour qu'il y ait certains changements. Et même que, je reviens à l'exemple du film Top Gun, quand le film est sorti, il y avait des recruteurs de l'armée qui se tenaient dans certains cinémas aux États-Unis. Et justement, les gens, ça a grimpé en flèche le nombre de personnes qui sont embarquées dans l'armée. Et à partir de ça, vu le film, et à partir de ce moment-là, les studios... C'est une fausse perception. C'est ça. Les studios et Hollywood sont vraiment tenus main dans la main. Et le plus gros film où il y a eu le plus d'aide de l'armée américaine, devinez c'est quoi? Ça a été fait il n'y a pas très, très long en plus.
Voyons, le film avec Oussama Ben Laden, non? Transformers. C'est en plein ça. Bon. Ah ouais, hein? C'est en plein ça. C'est le film qui a bénéficié du plus grand aide de l'armée américaine. Mais le truc pour voir à quel point il y a de la propagande dans un film, il faut toujours trouver d'où vient l'argent, d'où vient l'aide pour financer ces films-là. Dans le cas de l'armée américaine, s'il n'y aurait pas eux, ça leur coûterait des millions et des millions de plus. Puis en terminant, Nico, quelques films là, qui sont sur le point de sortir, tu as parlé de Iron Man. Iron Man. Et d'autres films qui seraient à analyser sous cet angle-là de la propagande, ça serait quoi? Il y a le film La chute de la Maison-Blanche qui est présentement à l'affiche. Il y a Iron Man aussi qui s'en vient très bientôt. Donc, ces films-là ont bénéficié de l'aide justement du gouvernement américain. Donc, à voir sous un autre œil. C'est ça. Avec ces renseignements-là. Merci beaucoup, Nico. T'as déjà mangé de l'alligator? Oui. Et de retour en studio pour Ça vaut le détour. Et on vous l'annonçait en début d'émission, on vous parle du grand ménage du printemps, plutôt du grand ramassage avec Jean-Luc. Et ça s'en vient, là. Ben oui, ça s'en vient. C'est le temps là, de faire son grand ramassage. C'est ça, c'est le temps. C'est le temps, oui. En fait, évidemment, on peut le faire chacun pour soi, mais l'idée derrière le grand ramassage, c'est qu'on veut que les gens s'inscrivent pour pouvoir comptabiliser un peu tout ça aussi. Ça va se passer le 22 avril, en fait, c'est une journée assez spéciale. C'est le jour de la Terre. Ouais, C'est oui. ça. Donc, du 22 au 28 avril, c'est le grand ramassage officiellement, mais on peut s'inscrire. En fait, la date limite pour s'inscrire, c'est le 15 avril. Et la raison pour laquelle on vous suggère de s'inscrire à la Ville de Laval, en fait, pour comptabiliser pour eux, oui, mais pour nous, ça serait parce que les jeunes ou les adultes, peu importe qui participent, vont avoir un certificat puis un cadeau de participation. Ils ne disaient pas c'était quoi le cadeau. Ouais. Ils réservent une petite surprise. Un gros sac pour ramasser. Avec un balai. Mais c'est intéressant quand même pour stimuler peut-être les jeunes un peu à participer. Puis c'est surtout des écoles là, qui s'inscrivent aussi. Mais c'est ouvert à tout le monde, aux citoyens. Si vous êtes dans une entreprise puis vous voulez ramasser votre coin de terrain, vous pouvez participer aussi. Les centres communautaires, les familles, les citoyens. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est la 20e... En fait, c'est depuis 93. Donc, 21e fois édition, ouais. cette année. On avait 18 000 inscriptions l'an dernier. Là, l'objectif, c'est 20 000. C'est quand même 20 000 personnes qui ont pris la peine de s'inscrire. Oh, parce que le ménage de printemps, on s'entend-tu qu'on le fait pas mal tous? Là? Ou en tout cas, on devrait. On devrait. En théorie, Derrière de la maison, peut-être un petit peu. C'est ça, plus le petit coin de terrain. Mais là, c'est d'aller une petite affaire plus loin, aller nettoyer les berges, les parcs. Mais c'est correct. Mais moi, j'ai du plaisir à faire ça. Oui. J'aime ça faire ça. Ça peut être un Est-ce trip que de tu t'es déjà gang. inscrit à ça? C'est fou. Non. Non, mais c'est l'occasion. quand le printemps s'en vient, Dans quelques la jours cour pour chez le nous, faire. j'aime bien sortir puis ramasser. Ah ouais, mais ça fait du bien aussi. Il y a quelque chose de... psychologique dans ça. Ouais. là. C'est valorisant. C'est quelque peu chose de aussi. bien pour On l'environnement. se prépare pour la nouvelle ère. Mais on ne sera pas tout Ouais, seul. mais quand aussi. même, il y a quelque chose de Il y a positif. Tout le monde, évidemment, qui peuvent participer, là, la 20 000 qu'on attend, mais la ville aussi, on s'entend que là, c'est leur gros boost là, de ménage. Là. Ils nettoient toutes les rues avec les restes de l'hiver. Puis, depuis le début, là, depuis le 93, avez-vous une idée du nombre de camions qu'on aurait pu ramasser soi-même, là? Soi-même, les jeunes, les citoyens qui participent? 22 099. Non, Je dirais une tonne, là, je sais pas. c'est Ben, quand le même... nombre de camions. C'est 500 Je pense camions. qu'on parlait plutôt de... c'est une centaine de camions, en fait. Mais c'est gros, là. C'est quand même 1000 tonnes de 1000 déchets. tonnes. De déchets, hein. De Un déchets peu que plus. les citoyens ont ramassés. Oui, quand même. Que les citoyens ont jeté aussi. C'est sûr. À un moment donné, Ben, Dans on le pourrait fond, voir ils comme ça jettent aussi, ce qu'ils là. on ramasse derrière un peu Mais quand même, nos on gaffes de ramasse l'hiver. des... Exact. Parce que l'hiver, ça paraît pas. On jette quelque chose dans la neige. Oui. C'est caché. C'est ça, on a une petite excuse. Donc ça, c'est du 22 au 28 avril, 15 avril pour s'inscrire maximum. Sauf que le 22 avril, pour le jour de la Terre, évidemment, il y a la grande marche qui est organisée à Montréal. Mais à Laval, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un documentaire qui est présenté. Ça s'appelle Chasing Ice. Ouais. Et ça, vous en avez entendu parler, en fait. L'acier qui fonde. En fait, il y a 24 vue caméras qui ont été installées en Arctique pour plusieurs années. Ça a pris des années de photos. Là. Ils ont du matériel, c'est hallucinant. Et c'est du stop motion pour voir l'évolution de la fonte des glaciers. C'est des images vraiment C'est incroyable. hallucinantes. Ouais. Et c'est fou de voir des glaciers de kilomètres de distance disparaître Pareil, complètement. en quelques années. Comme si c'était un petit glaçon là, dans un verre d'eau. Ça fait... Ah ouais, Ah. complètement disparu de la carte. Tu le vois, mettons, là, la carte, mettons, c'est tout blanc, là, puis tu vois, c'est rendu tout, c'est juste de l'eau. Ouais. Et Moi, pour fait ceux que ça peur, intéresse, quand même. Ouais. le documentaire, évidemment, c'est... là, ça sera présenté au Centre d'interprétation de l'eau. Donc, si ça vous intéresse, c'est le 22 avril à 18h30, vous présentez sur place. À 19h, une conférence de la directrice générale, Caroline Piché. Sauf que Mme Piché, elle est aussi c'est une ambassadrice
Projet Climatique Canada, c'est la division canadienne de ce que Al Gore avait parti pour inciter tout son groupe d'ambassadeurs à promouvoir des bons changements pour contrer les changements climatiques. Je sais pas si tu te rappelles du documentaire qu'il avait fait, An Inconvenient Truth. Oui, mais c'est un peu c'est dans la logique de tout ça. Puis, donc, elle sera là pour présenter une conférence pendant la première demi-heure. Après ça, on présente Chasing Ice. Et après ça, si ça vous tente, vous pouvez visiter le centre d'interprétation de l'eau. C'est gratuit si vous êtes membre. Une belle soirée pour sensibiliser aussi nos amis, nos familles. Absolument, c'est le 22 avril, Parce qu'on en parle de plus en plus, les changements climatiques. On en parle, mais on dirait que des fois, ça reste... Oui, mais les gens, ils jouent à l'autruche aussi. Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font, ben non, voyons donc, là, c'est juste... C'est exagéré, c'est des histoires, là. On voit pas l'impact que vraiment ça peut avoir. Tu te demandes, ils habitent où, ces gens-là? Ça n'a pas de bon sens. Donc, on pourrait aller voir Chasing Ice le jour de la Terre, le 22 avril. Le 22 avril. Sinon, inscrivez-vous pour le grand ramassage. Oui, allez sur le portail de la Ville de Laval, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Pour ramasser, pour agir en collectivité. Et s'amuser aussi. Ben ouais, quand même. Belle suggestion. Oui, c'est ça. Et s'amuser avec Younes. Belle suggestion, Jean-Luc. Puis pendant qu'on célèbre la Terre, au mois d'avril, le Grand Ramassage, il y a un autre festival à Laval qui est le plus grand festival au Canada. Vous savez de quoi je parle? Non. La fête gourmande. Oui, ça s'en vient, ça, c'est au mois de juillet. Excuse-moi. Mais, non, mais c'est presque, ouais, c'est ça. Mais non, là, c'est le théâtre rendez-vous, les rencontres, en fait, pour théâtre adolescent. Donc, c'est du théâtre pour adolescents qui a, en fait, ça fait des années qu'il y a ça à Laval. Et là, c'est vraiment le plus gros festival de pièces de théâtre professionnelles qui s'adresse au public d'adolescents. Et là, il va en avoir, ça a déjà commencé ça commence le 8 avril et jusqu'il y aura 8 pièces présentées un peu partout jusqu'au 2 mai. Et vraiment, comme je vous disais, c'est des pièces professionnelles. Des fois, on pense à théâtre pour adolescents, théâtre plus amateur. Mais non, pas du tout. C'est vraiment juste des thématiques qui sont plus proches des adolescents. C'est juste pour leur faire découvrir le théâtre. Et aussi, c'est ça, pour leur dire, ça vaut la peine d'aller voir du théâtre parce que c'est sûr que quand on a 12, 13, 15 ans, le théâtre... Tu vas pas leur présenter des gros classiques, sinon tu vas pas venir les chercher. C'est ça, pas leur faire peur, peut-être. Des pièces, mais des pièces qui sont peut-être plus faciles à comprendre quand on est un peu plus... Moi, j'ai notre réalité, finalement. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Et il y a toutes sortes d'activités. Il y a ces pièces-là qu'on peut aller voir, qui sont entre autres au Théâtre Marcellin Champagnat, Collège Le Tendre et le Théâtre du Vieux-Saint-Vincent. Mais il y a aussi toutes sortes d'affaires. Il y a des ateliers, des laboratoires pour explorer toutes sortes de facettes du théâtre aussi, que ce soit, les pièces, l'écriture, mais la scénographie, tout dans le fond, le monde du théâtre au complet. Et il y a même aussi des rencontres préparatoires pour vraiment s'assurer que ça se fasse en douceur, là. Aller voir la première pièce. Il y a des comédiens, des pièces qui peuvent se rendre dans les écoles avant une représentation pour parler de la pièce avec les élèves, pour leur dire un peu ce qui les attend, pour expliquer comment ça fonctionne. Piquer leur curiosité aussi, c'est très bien. C'est vraiment les comédiens de la pièce, des comédiens professionnels qui viennent là et s'appellent la brigade de médiateurs. Des rencontres. Donc, médiateurs pour Répète-le, s'il te plaît. Oui, la brigade des médiateurs. Donc, ça fait... Un nom cool pour les jeunes. Oui, c'est ça. Elle a déjà animé dans un camp de jour pendant 5 ans, juste pour votre information. Même pas. Bon. Mais peut-être que je devrais... Prochain emploi, non? Non, mais la brigade, c'est pour faire comme il y a la brigade des chefs. Non, la brigade. Mais pour dire qu'ils débarquent dans l'école, puis ils peuvent venir vous dire que ça va être le fun. Mais la médiation culturelle, c'est vraiment c'est le mot d'ordre, on dirait. Là. On en parle beaucoup ces temps-ci. C'est se rapprocher du citoyen, pont, c'est ça. Faire le pont. Vraiment. Là. C'est adressé aux jeunes, mais monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on peut... C'est sûr. Toi, monsieur, tout le monde, tu Non, mais c'est sûr, parce que le théâtre pour adolescents, comme le théâtre pour enfants, même des fois, on pense, c'est juste pour le très jeune public, mais non. Les créateurs, ce sont des adultes, puis c'est des thématiques qui peuvent vraiment intéresser tout le monde. Oui, c'est sûr qu'on peut en profiter pour amener quelqu'un de plus jeune avec nous, des frères, sœurs, des enfants, neveux, nièces, pour leur faire découvrir les pièces, mais c'est intéressant. Moi, j'adorais ça quand j'étais petit. Je me rappelle, on faisait des sorties à l'école. Ouais. Et on s'en allait voir une pièce de théâtre à Montréal. Et là, ça me plaisait beaucoup. Moi, j'adorais ça. Mais des fois, on attend. Mais ça, c'était toi, secondaire peut-être ou primaire? C'était au niveau secondaire. Oui, c'est ça. Ben, même au secondaire, là, quand on fait des sorties comme ça, on sent qu'il y a une espèce d'excitation parce qu'on connaît tellement pas ça, le théâtre, du moins on dirait de moins en moins. Puis c'est une bonne idée d'ouvrir la porte peut-être, puis
d'y aller peut-être plus pas à pas aussi, puis d'offrir pas juste la pièce, mais aussi un autre éventail. Ben, la scénographie, c'est important aussi pour le théâtre, puis regarder qu'est-ce qu'on fait quand on Cette construit un décor. fascination devant les personnages. Il y a plein de métiers derrière aussi, que c'est pas juste le comédien devant non plus. Ouais. Là. Ouais. Mais c'est vrai que... ben, avec des explications, on dirait que ça passe mieux. Je sais, nous aussi, à l'école, on allait voir des pièces, puis des fois, ils nous disaient « Ah, pas encore du théâtre, ça va être plat. » Ben moi, je me rappelle quand j'étais petit, des fois, justement, on allait voir des pièces et ils nous expliquaient pas. C'est qu'on arrivait, c'est on ça. regardait ça, puis non, on n'est pas connecté à ça, ça marche pas. Mais s'ils leur expliquent avant, là, les jeunes peuvent plus se connecter puis peut-être trouver leur passion là-dedans. Aussi la lise avant la pièce, ou tu sais, qu'une espèce Aussi, ou qu'on leur explique peut-être pas de la lire eux-mêmes, mais d'expliquer les personnages, puis de dire que, surtout quand c'est des pièces pour adolescents, de dire que ça a été écrit en pensant à eux, en pensant à leur réalité, leur façon de percevoir les choses. C'est drôle parce que tu me donnes un flash, puis je me rappelle pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on est allé voir cette pièce de théâtre. C'était concernant un travail à l'école. On devait lire la pièce de théâtre, et ensuite aller la voir. Et en allant la voir, ben, ça nous a aidé à faire notre travail encore mieux parce qu'on a beau s'imaginer les personnages, mais là, on le voit en plus. C'est comme une ressource de plus pour pouvoir perfectionner notre travail. Et c'est incroyable. Alors, c'est vrai, ça nous a aidé beaucoup. Du texte, oui, comme tu dis, on s'imagine les personnages, mais là, de voir ça animé, les personnages vivent, ben, comme un peu le cinéma, c'est un peu ça. On peut lire, il y a beaucoup de films qui sont adaptés de romans. Mais bon, ça, c'est un peu différent. Souvent, les pièces de théâtre, c'est le texte presque tel quel, avec la mise en scène, tout qui est déjà écrit. Là. Donc, ces rencontres-là, ça aura lieu, donc je vous le disais, tout le mois d'avril. Il y a 8 pièces qui sont présentées et tout le reste, les laboratoires rencontres. Et ça sera, disons, du 8 avril au 2 mai, rencontre théâtre adolescent. Et il y a le site rtado au pluriel.qc.ca pour avoir tous les détails. Et pour les écoles aussi, si vous voulez inviter la brigade de médiateurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je vous le disais, c'est le plus grand festival de théâtre pour adolescents au Canada, quand même. C'est quand même grand. Ça vaut le détour. Et ça se passe pas à mal. Laval. Ça vaut le détour pas mal. Et ça se passe à Laval. Ça va attirer du monde d'ailleurs, c'est sûr. Aussi. Ben oui, c'est sûr, là, parce que c'est unique là, dans la grande région de Montréal. Donc vraiment, pour tout le monde, allez-y faire un tour, ça vaut la peine. C'est là-dessus que se termine cette section avec vous, ce petit vin et fromage d'aujourd'hui. Oh, que c'était agréable. Déjà terminé. Merci beaucoup, Younes. Ça me fait plaisir. Bon retour. Appelle-moi quand tu veux. Oui, c'est ça, on te rappelle. Merci à Nico, Cynthia, Jean-Luc, comme Merci à à toi. l'habitude. Belle suggestion. Et restez à l'écoute parce que dans quelques instants, on va faire la table ronde. Comme à chaque semaine, je vous disais, le sujet d'aujourd'hui, un sujet dont il faut parler beaucoup, malheureusement, ce sont les abus envers les personnes âgées. Et on en discute avec quelqu'un de Dira-Laval, Gilles Fournier, et le policier Frédéric Jean, sergent Frédéric Jean du service de police de Laval. Dans quelques instants, restez là. Je vous présente tout de suite ceux qui sont autour de la table pour discuter dans cette deuxième portion de Ça vaut le détour. Tout d'abord, M. Gilles Fournier, qui est président de Dira-Laval. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Et sergent Frédéric Jean du service de police de Laval. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'être présent à Ça vaut le détour. Et j'ai annoncé un peu plus tôt dans l'émission, on va parler de cette grande thématique des abus envers les personnes âgées. Il faut qu'on en parle, bien sûr, malheureusement peut-être, que des abus qui sont grandissant depuis plusieurs années. D'ailleurs, à Dira-Laval, vous travaillez fort là-dedans depuis presque 15 ans maintenant. Oui. Pour essayer de premièrement, sensibiliser aussi, que ce soit les personnes âgées elles-mêmes ou toute la population à Laval. Et Sergent Jean, on va vous appeler comme ça. Frédéric Jean, ça va. Frédéric Jean. Donc, aussi, bon, on va parler aussi des différents projets que vous avez qui vont aussi avec la sensibilisation. Si on parle un petit peu juste d'abord à M. Fournier, Dira-Laval, vous œuvrez avec les personnes âgées pour essayer de les sensibiliser, de prévenir les abus dans tous les domaines. Là, parce que les abus, c'est large, ça concerne autant des abus physiques, psychologiques, des abus financiers. Vous connaissez vraiment, là, vous voyez qu'il y en a beaucoup d'abus dans tous les domaines. Là. Bien, nous, en fait, on est sur le terrain. Hein? On Ouais. voit ça tous les jours. Je pense, par exemple, au mois qu'on vient de terminer. 52 demandes d'aide dans le mois. On n'avait jamais vu ça. Ça veut dire presque 2 par jour. Là. Ah oui, Ouais, plus ouais. que. Et on va finir probablement notre année avec pas loin de 450 cas que nous aurons réglés. À date, là, c'est presque 2900 cas d'abus et de violence dans Laval qu'on a réglés depuis notre fondation. C'est beaucoup. Réglé, donc ça, c'est une bonne nouvelle Réglé, quand même. ça, là. oui.
Parce que des abus, il y en a plus que ça. Oui, on a 6 000 appels téléphoniques par année. C'est beaucoup. C'est énorme, 6 000. Donc, ça ouais. cache en fait un problème. Et quand on parle d'abus, les gens se parlent de maltraitance, moi je parle d'abus de violence. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont plus subtiles, qui sont amenées de façon tellement manipulée qu'on se demande comment il se fait que ça a pu se développer. C'est des choses qui se développent sur des années, oui. souvent. Là. Oui. Ou je pense, par exemple, quand on parle d'abus financiers, ça peut paraître bénin, le fils qui manipule sa mère, Ouais. et puis qui lui tord presque les bras quand c'est pas de la maltraiter, de la frapper, pour avoir l'argent qu'il voudrait avoir pour payer sa drogue. Alors, la première nouvelle qu'on a, ça part d'un abus financier répétitif, ça devient presque ancré dans les mœurs, et puis tout d'un coup, il faut appeler la police parce que, là, le gars, il a enfreint les limites, il l'a battu. C'est ça, jusqu'au jour où là, ça se rend trop loin. Oui. Mais en même temps, heureusement, des fois que ça arrive dans le sens qu'il n'y a pas heureusement pour la personne qui est maltraitée, mais au moins, c'est que là, il faut agir et la situation va changer à partir de ce moment-là. Les abus financiers, en vertu de la loi, on peut les traiter avec le Code civil. Il y a l'article, je pense, c'est 2138 ou 1300 quelque chose, là, qui dit que si je vous donne une procuration, vous avez l'obligation de respecter la procuration et travailler cette procuration-là que la mère a donnée, par exemple, dans son meilleur intérêt, et non pas, comme dit le deuxième paragraphe de la loi, et non pas s'en servir pour ses propres fins. Ah ouais. Et c'est là que ça dégénère, à un moment donné. Surtout quand c'est à l'intérieur d'une même famille. Ben oui. L'enfant va dire, ben là, mes parents me doivent tout, j'ai le droit de demander cet argent-là, évidemment. Ouais, quand ils vont pas jusqu'à dire, écoute, je voudrais avoir ma part de la vente de la maison. Wow. Il y a des limites, là, à un moment donné. Hein? Ah non, c'est ça. Puis là, on parle d'abus financiers et il y en a plein d'autres. Là. Et au service de police de Laval, un de vos rôles majeurs, oui, c'est de répondre à quand il y a trop d'abus et que là, ça devient une infraction au code criminel, entre autres. Mais vous travaillez beaucoup sur le terrain aussi pour la prévention de ces abus-là. Bien oui. C'est sûr que la population de Laval a vraiment faut pas dire elle a explosé, mais elle a vraiment augmenté beaucoup dans les 10 dernières années. On a près de 100 000 personnes de plus à Laval qu'avant. C'est énorme, 100 000. 100 000 personnes. Ouais. Dans le fond, c'est comme si on disait Terrebonne est déménagé à Laval. Pourtant, qui est une grosse ville en soi. Alors, on a de tout. On a des jeunes familles, mais aussi on a des personnes plus âgées. Et puis, étant donné que les personnes vivent maintenant plus longtemps, non seulement on a plus de personnes âgées, mais on a des gens qui sont de plus en plus âgés statistiquement. Donc, on a un nombre plus grand de plaignants qui sont des personnes âgées. Puis c'est à ce moment-là, c'est là qu'il est important de travailler avec nos partenaires, comme DIRA, de faire, la prévention, mais aussi de sensibiliser les gens pour leur expliquer, parce qu'ils ne sont pas nécessairement très au courant des différentes infractions. Souvent, c'est dans un milieu familial. On ne veut pas porter plainte contre son fils, contre sa fille, contre son petit-fils. On encaisse beaucoup quand c'est dans la famille. Ouais. Et puis, on encaisse. Puis souvent, ça se fait progressivement. Mais c'est important de travailler avec nos partenaires comme DIRA pour leur dire que, on peut les aider, ces gens-là. Puis à la police de Laval, c'est important. Moi, comme policier, mes parents sont âgés. Je voudrais pas qu'une personne, autant qu'on pense, là, nos parents, nos oncles, on veut pas que ces gens-là soient des victimes. Ben non. Alors chez nous, on traite avec importance ces dossiers-là. Et puis, on a plusieurs dossiers, pour ne pas dire quand c'est des dossiers qui sont particuliers, on parle de un cas, que quand c'est une vague d'un groupe de personnes qui vont cibler des personnes âgées. Parce que ça, vous en voyez aussi, là, des actions qu'on fait délibérément envers des personnes âgées. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes âgées aussi. Il y a des gens qui, financièrement, sont dans un état précaire, puis sont vulnérables, mais on a aussi des gens qui sont fortunés. Et lorsqu'on a une personne qui est fortunée, bien, visiblement, il y a quelque chose à voler. Ça attire des esprits un peu tordus. Bien, c'est ça. Fait que c'est important pour nous, avec nos partenaires, de rencontrer ces gens-là, puis leur expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Pas juste parce qu'ils pensent qu'il ne peut rien se passer, mais aussi d'abattre les limites, dire
Des fois, c'est difficile pour ces personnes-là parce qu'ils vont avoir honte. Aussi. Qu'est-ce que les autres personnes dans la famille vont dire? Qu'est-ce que les gens dans leur groupe, dans leur communauté? C'est la peur de dénoncer. Bien, de un, vous disiez d'être juste au courant qu'elles peuvent être abusées, parce que des fois, comme on disait, par les membres de la famille, on va encaisser beaucoup. On se dit, ben non, ça, c'est pas de l'abus, c'est mon fils ou ma fille ou peu importe qui. Donc, de savoir que oui, qu'ils peuvent être dans une situation d'abus et aussi d'aller chercher de l'aide. Mais là, vous disiez, M. Fournier, vous aviez des milliers d'appels. Donc, c'est quand même positif. On peut se dire que les gens osent quand même aller chercher de l'aide, du moins faire le premier pas en vous appelant. C'est quand même mieux que de rester à la maison et de se dire, OK, je reste dans la situation. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, à vous donner. Savez-vous que dans Laval, à l'heure actuelle, c'est 6 000 appels par année. Oui. La ligne Info-Abus, c'est 5 000 par année pour tout le Québec. Oh! Donc, dans Laval, on a probablement un meilleur système. C'est déjà répandu et connu là, par la Mais population. il y a quelque chose que le sergent a dit tantôt. Ce qui arrive chez les parents très souvent, là, quand ils sont mal pris, ils savent qu'ils sont mis les deux pieds dans les plats, il y a la dépendance affective. Est-ce que maman va dénoncer son plus vieux, comme me disait une femme? Elle dit, c'est bon, plus vieux, je ne suis pas pour le dénoncer. De peur d'être rejeté par lui aussi. Oui. Là. Le cher plus vieux, à chaque fois qu'il faisait quelque chose pour maman, il lui réclamait 350 $. S'il fait ça 2 fois par mois, hein? Ah, ça va. Mais ça a pris du temps. Avant que madame dénonce. Mais en fait, c'est pas elle qui a dénoncé, c'est ses filles. Ah ouais? Les filles ont dit assez. Vous avez des appels aussi d'autres personnes, de l'entourage de la personne abusée, oui. Puis des fois, c'est le voisin qui dit, je pense que mon voisin est après se faire organiser par son fils. Ah oui, le fils qui a une belle procuration, puis il a besoin d'argent, puis il est drogatique. Oui. Il a 2 mains dedans. C'est donc tentant. Alors, comme je disais au sergent, ce qui arrive, ces gens-là, à force de poser ces gestes-là, viennent à passer à l'extrême. Ben non, c'est ça. Des fois, je dis, il faudrait attendre. Tu sais, attendre que ça passe à l'extrême. On a trouvé d'autres trucs, par exemple. Bien, j'espère bien quand même qu'on ne va pas se rendre à l'extrême avec tout le monde. Mais est-ce que il y en a plus d'abus ou de situations d'abus aujourd'hui qu'avant, ou ça a toujours été là, c'est juste qu'on le voyait moins? Je pense que probablement en proportion, on pourrait porter à croire que, il y en a plus, mais la ville est plus grosse. Donc, en nombre, c'est ça. Veut pas, il y en a plus. 2, il y a une plus grande sensibilisation qui est faite, justement avec des organismes comme DIRA, avec les services sociaux, pour dénoncer, pour amener ces gens-là à dénoncer. Ou est-ce que, dans certaines petites villes, peut-être les gens, ils ont moins de services, 2, sont plus craintifs parce que les gens ont tendance à se connaître. Quand on est plus isolé... C'est que là, ça va ressortir du lot aussi. Et c'est vraiment l'objectif de... lorsqu'on parle, nous, avec Urgence sociale Laval, ou nos partenaires civils, ou nos gens qui travaillent en prévention, c'est d'amener les gens à les sortir de leur isolement, à se sentir assez à l'aise pour, dénoncer, pour mettre fin à ça. Que ce soit de la fraude, que ce soit de l'abus physique. Parce que il y a certaines limites au système, de par le fait que tant que la personne qui est victime, jusqu'à temps qu'elle se dise « non, j'en ai assez, j'accepte pas ce geste-là, j'accepte pas d'être encore une victime Et cette prise de conscience-là, cette prise là, de position-là, pour certaines personnes, ça se fait très facilement. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Et on ne peut pas faire grand-chose quand il n'y a pas cette prise de conscience-là? Ou est-ce qu'on peut agir quand même? On peut agir, mais ça doit être plus difficile. C'est un processus. Parce que là, c'est quasiment d'aller contre la personne elle-même. Avec la Charte des droits et libertés, on a les mains attachées dans le dos des fois. Mais même eux autres, il y a quelque chose, par exemple, qui vient de mentionner, puis qui vaut la peine d'être souligné, Urgence sociale Laval. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. Et je trouve que c'est un plus. Ouais. Votre système, là, moi, ça fait des années qu'on remarque les impacts d'Urgence sociale Laval. Ça, c'est rattaché à la police. Oui. Et je trouve qu'il s'est fait des arrestations parfois où nous, on n'aurait pas su quoi faire. Et le seul fait d'appeler Urgence sociale ensemble, on pouvait arrêter du monde qui était... Ça, est-ce qu'on peut appeler c'est un service public? Urgence sociale Laval, ça fait partie du service de police de Laval. Ça fait partie de notre section communautaire, où est-ce qu'on a des gens qui sont des travailleurs sociaux, qui travaillent pour la ville de Laval. Et puis, ils font vraiment un service, c'est un service qui est vraiment remarquable, mais
autant ils assistent les policiers, parce que régulièrement, lorsqu'on a des interventions, que ce soit en santé mentale, en toxicomanie, que ce soit en pauvreté, tout ça, les policiers ont un certain mandat et vraiment, Urgence sociale Laval a un mandat qui est complémentaire. Puis on est chanceux de les avoir, puis ils font un travail qui est vraiment important. Mais autant pour assister les policiers que pour assister et faire le lien avec les organismes communautaires. Comme les DIRA. organismes. Et puis, c'est justement... Ce groupe de personnes-là, justement, facilite, les interventions quand c'est... Parce que... Nous autres, on n'a pas de pouvoir. Non, il y a un pouvoir de persuasion des gens et d'information. Oui, au moins d'amener les gens à parler, à reconnaître la situation difficile dans laquelle puis comme ils conseillers, sont. ils ont un rôle important. Alors qu'Urgence sociale Laval, eux, ont un réseau développé avec les autres ressources, soit qui proviennent du monde communautaire ou des différents paliers du gouvernement. Et puis la police qui, eux, s'occupent d'un mandat criminel. Oui. Et puis, dans les 3 étapes, lorsque les services de police portent des accusations, bien, l'Urgence sociale Laval va faire un suivi pour amener cette personne-là qui a besoin de soins, peut-être de soins psychologiques, soit qui était dans une position vulnérable parce qu'il est en... Donc, on peut rediriger la personne vers des ressources puis vraiment sur le terrain, oui, des ressources... en faisant un suivi aussi avec la personne. Faire un suivi avec la personne pour l'amener vers d'autres services afin que cette personne-là, que ce soit une personne qui serait en mobilité réduite, ça peut être banal, mais si une personne est victime puis est en mobilité réduite, elle doit déménager. Ah oui, bien là, c'est plusieurs services en même temps. Là. Puis il va faire la coordination de ça. Donc, chez DIRA Laval, vous faites appel à Urgence On fait appel à eux autres parce qu'il y a des outils qu'on n'a pas. Oui. Mais je trouve que ce système-là, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous permet de régler des cas. Il y en a un, je pense que j'ai déjà compté. Le fils qui décide de se venger de sa mère qui ne veut pas lui donner de l'argent, qui allume le rond de poêle puis qui met la main de sa mère sur le rond de poêle. Écoutez, là, on peut pas s'imaginer ils sont que ça se fait intervenus. pour vrai, ça, je peux vous dire qu'ils ont été d'une efficacité. Le gars, il est en dedans. Mais nous, on ne pourrait rien faire avec ça, autre que le détecter. Oui. Mais non, mais puis là, courir. Déjà, c'est important de le détecter quand même. Au moins, vous êtes là. Crier au secours après la police. Ils ont été drôlement efficaces. Oui. Et non, mais ça, c'est des cas... bon, quand même, on souhaite que ça soit pas tous des cas comme ça. Non, ça, c'est extrême. Malheureusement, il y en a quand même beaucoup aussi des cas qui sont, on disait en début d'émission, un peu plus subtils au niveau de la maltraitance, de l'abus. Et c'est ça qui est difficile souvent à aller chercher. Autant où on le disait, bon, pour que la personne âgée elle-même se rende compte qu'elle est abusée, mais c'est pas facile. Est-ce que vous avez développé des techniques plus précises? Je vais vous dire, la première base, là, c'est de donner des conférences, comme le sergent expliquait. On a donné 60 cette année, dans notre année fiscale. À chaque fois, il y a quelqu'un dans cette présentation-là qui nous appelle. J'aurais besoin d'aide. Vous avez parlé d'abus financiers, vous avez parlé du mandat en cas d'inaptitude non respecté. Moi, je me reconnais là-dedans. Il faut que... Puis, on a imprimé 15 000 petites brochures de Laval dans lesquelles on retrouve tout ce qu'une personne âgée a besoin de savoir si elle est mal prise. Oui. Mais on ne pourra pas faire ça chaque année parce que 15 000, au niveau monétaire, à un moment donné... Il faut aller chercher peut-être d'autres partenaires. On appellera la police. Mais ces conférences-là que nous, on collabore, ça a vraiment l'avantage que les gens, ils vont en parler entre eux, tout à coup. Ils réalisent que leur problème est plus fréquent. Ah ouais, c'est ça, qu'ils sont pas seuls là-dedans. Ils sont moins isolés, peuvent s'épauler avec des gens parce qu'ils donnent des services à des personnes qui vont, par la suite, leur faire de la publicité pour dire... Bien, devenir elles-mêmes des intervenants. Ils m'ont aidé dans mon problème et puis ils vont vous aider dans le vôtre. Puis ça, c'est ça qui est difficile dans les premières années, qui fait qu'une organisation comme DIRA a un succès de même avec un nombre d'appels comme ça. Là. C'est peut-être à cause de toute cette publicité, tous ces petits documents qu'on a laissés dans les résidences pour personnes âgées, chez les individus, qu'on a acquis dans Laval un outil. Ouais. Les gens savent où s'adresser. Puis je peux vous dire plus qu'avant. Ça, c'est déjà très positif parce que souvent, des ressources que ça concerne, les abus envers les personnes âgées ou autres problématiques, souvent, les ressources sont plus ou moins connues et c'est tout ce travail-là qui est très long à faire. Mais déjà, vous, après quand même plus de 10 ans, vous avez réussi au moins
à vous faire connaître. Déjà ça. L'étape après, c'est d'essayer de vraiment réduire les abus. Tout récemment, il y a quelques temps à peine, là, il y a le ministre de la Santé du Québec, Régent Albert, qui a lancé, lui, conjointement avec le gouvernement, une campagne de sensibilisation. On parle de maltraitance. Je sais que vous n'aimez pas trop le terme maltraitance. Non, mais... La maltraitance envers les personnes âgées, est-ce que vous trouvez que c'est une belle initiative, que c'est quand même positif de faire une campagne de sensibilisation comme celle-là? Je pense que quand on parle de maltraitance, c'est pas juste les abus physiques. Donc, on fait d'abus psychologiques. On maltraite quand même une personne. Puis ça embarque quelqu'un sur le chemin de la violence. Puis on en parle avec les personnes âgées. Il y a vraiment un processus qui se fait où est-ce qu'au départ, c'est pas le jour 1 qu'on va battre quelqu'un, être amené à amener la main de quelqu'un sur le poil. Avant ça, on l'a dénigré pendant un certain nombre de temps, puis l'amener à accepter une position fragile. C'est sûr que on fait une publicité qui peut-être est un peu choquante, mais c'est ultimement vers ça que la maltraitance amène. Et puis c'est important d'en parler afin que les gens, avant qu'ils arrivent à ce point-là, puissent demander de l'aide. En fait, ça provoque. Ça provoque, ça fait réfléchir les gens. C'est entendu qu'il n'y a pas toujours du sang au bout de tout ça. Non. Mais des fois, on trouve, comme on discutait tantôt, de la maltraitance physique. Le petit exemple que j'ai donné, c'est pas toujours aussi extrême que ça. Mais il n'y a pas d'abus financier sans avoir de l'abus, de la violence psychologique. Oui, ça, c'est Il commence par terroriser, par faire peur, par écraser, par rendre la personne dépendante, à l'isoler. Moi, ce que j'ai le plus peur, là, c'est quand je vois les aînés écrasés dans leur petit coin, qui sortent pas de leur résidence pour personnes âgées avec service. Ils regardent la télévision puis le mur. Qui vivent, dans le fond, dans une situation de peur. Là. C'est la peur d'une paralysie, finalement. Cette peur de l'isolement-là, elle est réelle. Parce que s'ils ne voient pas les personnes qui les abusent, puis là, ils vont dire « je viendrai plus te voir ». C'est ça, c'est les menaces. Tu verras plus tes petits-enfants. Puis cette personne devient encore plus épeurant parce qu'ils ne veulent pas être isolés davantage. Dans le fond, il faut sensibiliser, oui, les personnes âgées, on leur montrer qu'elles peuvent connaître des situations d'abus, mais surtout tout le monde, les autres, là, qui, des fois, des situations qui peuvent même nous arriver à nous-mêmes, de se dire, de réfléchir de tout ce qu'on fait, des petits gestes, des petits mots qu'on va dire à nos parents, par exemple, que ça peut avoir de graves conséquences. Là, les gens, on dirait des fois... J'ai un bon exemple. Oui. Puis je pense que ça commence graduellement dans la famille. Quand une fille dit à sa mère, « Mais maman, pourquoi tu te fais coiffer à toutes les semaines? Pourquoi tu t'achètes à ton âge de nouvelles robes? » J'avais donné un truc à la dame. Il disait, t'as tout simplement à lui répondre, c'est pour être belle quand tu viens me voir. Ouais. Et ça a fonctionné. Ah, bon, mais... Mais à force de travailler dans ce domaine-là, on développe toutes sortes de petits outils qui nous permettent à ce moment-là d'amener les gens à se avoir confiance, à discuter avec eux autres. Puis si tu continues de même, tu vas te ramasser en faillite. Que les personnes âgées aussi retrouvent une force aussi d'un pouvoir décisionnel peut-être un peu plus grand, qu'elles puissent ce qui nous aide, nous autres, savez-vous qu'est-ce que c'est? Ouais. Les cheveux gris. Ah. Je me suis retrouvé la semaine passée avec un gars qui avait le même âge que moi. Et parce que j'étais du même âge, il a déballé son sac dans le temps de le dire, alors qu'au téléphone, il disait pas grand-chose, mais il disait juste qu'il avait besoin d'aide. Ah. Donc, ça joue. Tu te retrouves à ce moment-là. Tu parles le même langage, même groupe d'âge. Il y a une confiance déjà qui est établie. Oui. Et si les gens veulent communiquer avec vous chez DIRA, vous avez un site Internet et vous avez aussi une ligne. Oui, 681-8813. Voilà. 450-681-8813. On va la mettre en bas de l'écran pour vous rejoindre. Et au service de police de Laval, on peut vous contacter aussi. Toujours par le 911 où on a une ligne d'information confidentielle qui est le 450-662-INFO, 662-4636. C'est excellent, cette ligne-là, je peux vous dire. On met 2 numéros, comme ça, vous avez les outils et on peut aller chercher de l'aide pour dénoncer ou aller chercher de l'aide pour d'autres problèmes. Et merci beaucoup à vous deux, Gilles Fournier, président de DIRA Laval, sergent Frédéric Jean du service de police de Laval. Merci d'avoir participé à l'émission. Ça nous a fait plaisir. Hein? Merci à vous. Merci, à bientôt. Et merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une autre émission de Ça vaut le détour. Au revoir.